Oh, qu'il y ait temps. Bravo. Tout le monde est là, on y va? C'est bon. Le premier point qu'on va aborder, c'est quel est l'apport de Frédéric Laloux par rapport à réinventer les organisations aujourd'hui. Donc on va passer à peu près 60-70 minutes à nous pencher sur l'approche de Frédéric Laloux sur l'entreprise évolutive. Ensuite, on fera une petite pause. Et ensuite, on passera côté presenting, côté théorie U, avec Otto Scharmer. Et là, il y aura deux moments. D'abord, je vous lirai un peu quelque chose tiré de son livre, qui est ici. Et puis ensuite, on fera un exercice de 60 minutes qui s'appelle le journaling, qui fait partie des 6 exercices de base de la théorie U, et qui est une manière de traverser le U dans sa propre vie aujourd'hui individuellement. Donc ça, j'ai le sentiment que c'est ce qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et donc, après ça, on pourrait le faire par exemple dehors. C'est une succès. Ben, je vous dirai de quoi il s'agit après. Il faudra simplement que vous ayez de quoi écrire. Ensuite, on partira dans la maison au-dessous, donc, pour que la présentation de la théorie U elle-même, que vous ayez quand même, pour ceux qui ne la connaissent pas, que vous ayez une idée. C'est quoi cette théorie U? Il y en a qui la connaissent très très bien et qui l'ont pratiquée, d'autres qui la connaissent pas peut-être. Et donc on fera ça avec un PowerPoint, quelque chose de tout classique, dans la salle en bas. Voilà comment l'après-midi va se passer. Entre les temps, il y aura des questions. Moi, de mon côté, j'ai commencé par être prof dans des écoles Waldorf. Et puis après, je suis devenu très vite enseignant, très vite consultant, parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte très très tôt que ce qui m'intéressait vraiment dans la vie, et ça a traversé toute ma vie professionnelle, j'ai fait différentes choses, c'était le développement des individus, le développement des équipes et le développement des organisations. Donc pour moi, ça a toujours été un triangle qui va absolument ensemble. Si l'individu ne se développe pas, les équipes ne peuvent pas fonctionner et les organisations ne servent pas à grand-chose. Si l'individu reste tout seul, il peut pas faire grand-chose. Donc on arrive tout de suite à la dimension équipe. Et c'est quoi une équipe? C'est quoi qui tout à coup, quel est le paradigme qui change quand on passe de l'individu à l'équipe? Donc la dimension équipe. Mais ensuite, on n'est pas seulement des êtres humains, on est dans un monde avec des structures, dans le temps, dans l'espace. Et là, on arrive à l'organisation, qui peut avoir toutes sortes de formes juridiques, des tailles multiples, etc. Et donc, l'organisation, ça peut être le grand obstacle au développement des individus et des équipes, ou au contraire, le facilitateur du développement des uns et des autres. Donc, l'idée pour moi, et toute ma vie, ça a été, mais comment ces trois aspects-là fonctionnent ensemble? Et comment on peut être à la hauteur du développement individuel sans sacrifier l'équipe, sans sacrifier l'organisation? Même chose pour les deux autres. Et en fait, c'est parfaitement possible. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai rencontré, entre autres, Scharmer, Laloux, mais aussi d'autres personnes, Felber, d'ailleurs, le petit livre qui a été emprunté déjà, Die innere Stimme. Si tu peux juste, je voulais juste le présenter aussi. Il est en allemand, malheureusement. J'ai voulu le traduire, mais j'ai pas trouvé d'éditeur qui veuille le faire paraître, donc j'ai pas continué. Et c'est un livre qui est quand même fondamental pour le développement individuel. Donc on y reviendra aussi. Voilà. Mais ce que j'aimerais quand même dire, c'est que je travaille aussi beaucoup dans le domaine de la qualité et j'ai cofondé avec des collègues il y a maintenant 22-23 ans un système qualité construit sur l'être humain et pas donc ISO, c'est un peu l'antinomie de ISO et qui a été reconnu internationalement finalement comme système qualité qui s'appelle Chemin vers la qualité en plusieurs langues. Ensuite, on a créé une société d'audit pour pouvoir auditer les institutions qui travaillent avec, qui était aussi internationalement reconnue, y compris en France. Et puis, sur cette base-là, je travaille actuellement surtout avec des publics de culture, un peu comme ici, pour moi c'est un public culture. Ensuite, avec des médecins dans le milieu médical, j'accompagne des projets médicaux innovateurs, en Allemagne en particulier, donc où vraiment la médecine, la pédagogie, l'agriculture, l'art, tout doit faire un tout parce que l'être humain est un tout. Donc des projets comme ça.
Voilà. Et puis un des projets aussi que j'ai accompagné, puis qui arrive peu à peu à un terme, c'est ce jeu de cartes, qui est en quelque sorte le résultat de 7 ans de travail avec un réseau de médecins en Suisse, de 60 médecins, qui a été suivi par une université de Berne, et qui est un ensemble de cartes qui permet en équipe et sur une base professionnelle de développer des compétences individuelles, des compétences sociales et des compétences de direction. Donc je ne fais que le mentionner. S'il y a des gens qui sont intéressés, on en parle. Je suis là jusqu'à demain, milieu d'après-midi. Donc selon les choses qui vous intéressent, on peut en reparler. Voilà. Alors, d'abord mon impression générale. Là, je suis dans le deuxième. Alors j'ai demandé à j'ai une cloche qui va m'accompagner tout le long. Ça c'est une première réflexion. La deuxième, c'est que j'ai eu 2 accidents auditifs au cours de ma vie, donc j'ai des aides auditives. Donc si je m'approche un peu, c'est pour bien vous comprendre. Donc que vous soyez attentifs au fait que j'ai pas une écoute, une ouïe qui est comme elle était avant. Et enfin que je citerai de la part des 2 livres des éléments que je trouve donnent accès au livre. Et puis après, ceux qui vous intéressent, vous pouvez les acquérir par vous-même. Si tu te sens bien accueilli ici, toi aussi, va sur Letty. Alors, est-ce que je peux vous demander d'être actif tout de suite? C'est-à-dire de vous demander à chacun de vous, à vous-même, s'il y a, pour moi-même dans ma vie et dans le projet ou dans les projets que je veux conduire ou que je conduis, 3 valeurs fondamentales, ça serait lesquelles? Juste pour vous-même, 2 minutes de silence. Bon, est-ce qu'on peut faire juste un petit feedback, un petit écho de ce qui vit en vous comme valeur qui vous guide? La beauté, la bonté et la vérité. Ok. On va continuer un tout petit peu et en même temps qu'on continue, essayez quand vous entendez ces valeurs de vous demander est-ce qu'elles correspondent plutôt à des valeurs de la tête, à des valeurs du cœur ou à des valeurs de la main? Foi, rupture, permaculture. Foi, ça relève d'où? Culture, ça relève d'où? Permaculture, oui. Bienveillance. Bienveillance. Lien et transmission. Ces 3, par exemple, vous les mettriez où? Ben oui, voilà. Et la sécurité, vous la mettriez où? Dans la tête? Dans la main. Ouais. Le corps. Beauté. C'est intéressant parce que dans le cœur, on l'a comme qualité et dans le corps, on l'a comme manifestation. Oui, c'est très juste. Merci beaucoup. Gardez précieusement ce que vous avez dit. Ça va nous accompagner aussi dans la deuxième partie de l'après-midi parce que vous verrez que Lalou et Charmer, ils travaillent sur les mêmes choses mais avec des approches différentes simplement. Et donc, ces valeurs, elles reflètent quelque part vous comme individu, mais aussi une formation. Pourquoi vous êtes là, vous? Pourquoi il y en a d'autres qui ne sont pas là? Et combien il y en a qui pourraient être ici et qui n'y sont pas? Et au fond, quelles sont ces valeurs? D'où viennent-elles? Et Lalou commence, alors peut-être juste un mot qu'il faut quand même que je dise pour la recherche de Lalou. En fait, Lalou, il était un consultant chez McKinsey pendant de longues années, donc il connaissait il travaillait avec des entreprises multinationales, tout ça. Et un jour, il a décidé d'arrêter. Parce que il voyait que son conseil changeait des choses, et puis que au bout de peu de temps, la routine reprenait le dessus, ça servait à rien. Donc il avait eu un sentiment, mais qu'est-ce que je fais? Et donc il s'est mis pendant 3 ans, il a arrêté son travail professionnel, il a choisi parmi 40 entreprises, 12 qui étaient minimum 100 collaborateurs, plusieurs milliers pour d'autres cas, et qui avaient des méthodes qu'il ne connaissait pas, et qui ne se connaissaient pas entre elles, et qui avaient un grand succès, qui fonctionnaient très bien. Donc pas des trucs expérimentaux, des trucs qui fonctionnent, qui font leur preuve depuis des dizaines d'années quelquefois.
Et ce livre, qui est la version illustrée, donc le livre de base, c'est un livre plus épais, du genre de la théorie U, qui est vraiment alors beaucoup plus complet et technique et tout ça. Mais comme il souhaite que son approche soit partagée par le plus de monde possible, il a fait une version illustrée. Il a refondé son livre en quelque sorte. Et donc il explique en fait que l'humanité avance par bonds. Les valeurs, les systèmes d'organisation et les qualités de relation entre les personnes sont le reflet finalement du degré d'évolution, de la qualité d'évolution des personnes. Et il commence son livre en montrant que tout au début, il y a très très longtemps, c'était une vision rouge. C'est-à-dire, la vision rouge, elle est caractérisée par le rapport de force brute. Donc ça veut dire, celui qui protège d'un côté, celui qui est soumis de l'autre. Et là, on retrouve des caractéristiques qu'on a vues ce matin, dans le fameux triangle victime, bourreau, tout ça. Donc là, c'est un reste de ça qu'on retrouve ici toujours. Le type d'organisation qui vit dans le monde toujours aujourd'hui, qui fonctionne d'après ça, par exemple la mafia. Mafia, c'est pas autre chose que ça. Mais cette manière de s'organiser était un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Il y avait finalement une première division de travail. Il y avait celui qui protégeait, celui qui faisait. Et c'était un énorme pas d'évolution pour l'humanité, si on le voit du bon côté. Et c'était le tout début de la transformation hiérarchique, de la relation hiérarchique entre les personnes. Ceci est arrivé à des limites, parce que l'évolution de l'humanité se poursuivit. Et à ce moment-là, il y a eu une forme de polarité à ça qui s'est créée, qu'il a appelé la vision ambre du monde. Il a donné une autre couleur. Il n'est pas le seul à avoir fait des recherches là-dessus. Et en fait, c'est devenu presque polaire, c'est-à-dire organisé, hiérarchisé, donner des règles, et celui qui ne se tient pas à ces règles, il est exclu du système. Donc, quelles sont les organisations aujourd'hui qui fonctionnent d'après ça? Par exemple, l'armée. L'armée ne pourrait pas fonctionner si le soldat n'obéissait pas, quel que soit l'ordre. Moi, je l'ai retrouvé dans l'hôpital. L'hôpital est terriblement hiérarchisé. Curieusement, on le retrouve aussi dans l'église. Donc, tous les types d'organisations où ça fonctionne parce que la règle, le système, la hiérarchie donne le ton. L'école. Oui. Il parle aussi de l'éducation nationale. Ouais. Quels sont les côtés positifs de ça? On trouve des processus reproductibles, parce que c'est bien clair pour tout le monde, donc on peut les reproduire. On trouve des hiérarchies stables. Il y a une forme de stabilité qui n'existe pas avec la vision du monde rouge. Donc c'était un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, ceci arrive aussi à ses limites. Et l'être humain ne peut pas se développer. L'individu n'existe pas. Et donc, à un moment donné, l'individu veut s'exprimer. On arrive à la vision orange du monde, je traverse, pour dire que la vision orange, c'est de nouveau une révolution par rapport à la vision ambre, qui dit, maintenant, les règles, les organisations, c'est un peu lorsque les premiers Américains arrivent au Far West, et puis que, c'est mon territoire, personne n'y a été avant, maintenant c'est à moi, j'y fais ce que je veux. Self-made man, c'est la vision orange du monde. Comme vous pouvez le voir, il y a des côtés extrêmement positifs. La libération de l'individu, la libération de la créativité, de l'innovation, la prospérité collective. Tout ça, on le doit, c'est la période de révolution industrielle et scientifique qui a été l'émergence de cette vision du monde, et le monde s'est organisé en fonction de ça. Et je dirais, la plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent comme ça, avec une bonne part d'ombre, c'est-à-dire d'organisation très... Simplement, ici, on arrive aussi à une limite, la limite qu'on vit à l'heure actuelle, où on voit que la Terre ne suit plus, le climat ne suit plus, on casse tout pour ça. Et à un moment donné, on peut plus. Ça devient une lutte, c'est la lutte de la concurrence et pas de la coopération. C'est l'arrivisme, c'est tout ça. Donc ça veut dire que on doit des choses à l'organisation Orange qu'il nomme étant l'innovation, la responsabilité, la méritocratie, dans le sens que si je m'engage dans quelque chose, j'y arrive et la société me donne la possibilité de le réaliser. Il y a des ombres du stade Orange, et ces ombres sont justement ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire
on se détruit nous-mêmes quelque part. La dimension équipe, la dimension groupe n'a pas de place. Sauf si c'est pour servir l'intérêt de l'individu, de l'ego personnel. Et donc on arrive à la vision verte du monde, qui est la vision pluraliste. Avec la vision orange, l'organisation est une machine. Le symbole de l'organisation, c'est la machine. Le symbole de l'organisation verte, c'est la famille. Et on trouve la communauté. Donc ça veut dire l'apparition du fait que l'équipe donne le ton et à l'individu et à l'organisation. Donc c'est un changement de perspective, un changement de paradigme. C'est une libération parce que c'est une libération relationnelle et c'est une libération au niveau du développement de tout ce qui est collectif. Et là, je dirais, c'est ce qui imprègne fortement des initiatives comme DEE à ma perception et bien d'autres. Parce que c'est une forme dont on ne peut pas se passer en réalité si on veut commencer vraiment à vivre et à savoir qu'on ne peut pas vivre tout seul mais qu'on vit avec les autres ou pas du tout, finalement. Et donc, il y a là des avancées qui sont propres, qui sont l'autonomisation des différentes initiatives, la culture des valeurs et le respect des parties prenantes. Voilà, en gros, les trois grandes avancées. Il y a des limites qui se présentent. Alors, j'ai beaucoup et je travaille beaucoup avec des organisations qui ont des directions complètement horizontales. Donc, l'école Waldorf, par exemple, j'accompagne des écoles Waldorf, 60 profs dans le collège, 500 élèves. Quand on veut se diriger parfaitement horizontal, je sais pas s'il y en a qui ont fait des expériences dans ce domaine, mais c'est terrible, c'est insolvable, c'est insolvable. On ne peut pas décider à 60 si, bon. Donc il y a un problème qui apparaît ici aussi avec le temps. L'égalitaire à tout cran, tout le monde est égaux dans tous les domaines et toujours. Vivez-le et vous allez vous rendre compte que non. Ben d'abord on n'est pas égaux, on n'est pas pareil. Moi, je suis nul en maths, et toi, tu es excellent en maths, et toi, tu as des intérêts pour ceci, moi, ça m'intéresse pas du tout. On n'est pas du tout égaux. Il y a des domaines. Alors, quels sont les domaines où nous sommes réellement tous égaux? Quels sont les domaines où nous ne sommes de toute façon pas égaux? Et quels sont les domaines dans lesquels on se développe et on devient toujours plus individuel? Et si on commence à voir les choses dans cette triade, alors les choses se mettent en place. Et on se rend compte, mais il y a des choses, effectivement, où il faut travailler d'une manière égalitaire, parce que là, c'est juste. C'est complètement juste. Si par contre, on veut travailler de manière égalitaire avec des élèves, par exemple, dans une classe pour les matières, mais c'est stupide. Celui qui n'aime pas les maths et qui est nul en maths, on peut pas lui demander les mêmes résultats qu'à celui qui... Ça serait complètement en contradiction avec son projet de vie. Donc, ça irait pas du tout. Donc ceci pour dire que là, c'est une chose qui existe beaucoup, qui se développe beaucoup, mais il faut trouver des manières et des techniques de travail permettant à ce que, de nouveau, ces trois grandes dimensions de l'individu, de l'équipe et de l'organisation trouvent chacune leur place et leur loi et leur manière de se développer. Et donc il est arrivé à tout ceci en disant que dans notre monde actuel, on trouve les quatre. Et à l'intérieur de nous, on trouve aussi les quatre. Quand on dit besoin de sécurité, quelque part, ça correspond à quelque chose de tout à fait primaire. Quand on a la pyramide de Maslow ou autre, on se rend compte qu'il y a des besoins fondamentaux qui sont de cette nature-là. Et elles sont bien, elles sont bonnes. Je veux dire, on a besoin de sécurité. Mais si on cherche la sécurité dans le développement du moi, eh ben on n'ira nulle part. Parce qu'on prendra aucun risque. Parce que... Vous voyez ce que je veux dire? C'est très complexe et il suffit simplement de comprendre la complexité pour qu'elle ne devienne pas complication. Donc c'est pas compliqué, c'est complexe. Et si on identifie les différents éléments de la complexité, ça devient simple. C'est une complexité simple. Et là, il se pose la question, alors où en est-on aujourd'hui? Et on arrive à cette approche où il s'est rendu compte que on était à la fin d'une époque et au début d'une autre. Et ça, c'est exactement le langage de Charmer. C'est exactement la même chose. On est entre deux mondes, on est en changement de culture complète. Et il explique, en s'appuyant aussi sur d'autres, que donc, en réalité, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont étudié. Et quand il y a un changement de
du culture, qu'est-ce qui peut se passer? Au niveau individuel, au niveau équipe et au niveau organisation. Ah, c'est un thème, on pourrait passer l'après-midi, mais on va pas le faire. C'est juste pour prendre conscience que il y a la résistance en nous qui est créée par des peurs. Alors on est vraiment dans le travail que tu as animé ce matin. De quoi a-t-on peur quand on est dans un passage d'incertitude? Qu'est-ce qui nous retient en arrière? Ensuite, qu'est-ce que c'est le moteur de l'évolution des individus et des civilisations? D'où vient-il? Quel est ce moteur? Je parle avec une amie biologiste, souvent elle me dit c'est l'évolution. D'accord, c'est l'évolution. Alors c'est quoi l'évolution? Posons la question autrement. C'est quoi l'évolution? Pourquoi l'individu passe du rouge à l'ambre, du l'ambre à l'orange, de l'orange au vert, du vert à l'opale? Et là, je reviens à Charmer. Je me permets de faire des allers-retours, c'est vraiment pas grave, parce que son livre s'appelle « Dirigé à partir du futur émergent ». Ce que veut dire Charmer, c'est que il y a le passé qui induit, le présent en quelque sorte, c'est un résultat manifesté de l'expérience du passé. On a la maison, et la matière qu'on voit qui a été organisée comme ça, c'est le résultat du travail de la matière, de la transformation d'un certain nombre de personnes, et tout ça, ça a eu lieu dans le passé. Mais à chaque instant, il y a un mouvement du futur qui vient en nous, qui est tout aussi réel que le passé, mais qui est invisible. Autant on peut regarder et percevoir par les sens les résultats, les manifestations de la force du passé, autant on ne peut pas voir avec les sens la manifestation des forces de l'avenir. Et pourtant, il y a des organes de perception de l'avenir. Goethe en a parlé dans son travail de poète, dans son travail scientifique, en disant que, par exemple, la vocation, quand un enfant dit « moi, je veux devenir conducteur de locomotive », il a vu des locomotives, mais c'est quoi cette voix en lui qui éveille ça? Alors, la vocation, il y a le mot « voix » dedans, pour ça que je reviens à ça. Parce que Felber, lui, c'est un chercheur, en quelque sorte, un philosophe, qui a écrit beaucoup de livres donc sur l'économie, comment on appelle, l'économie citoyenne, qui est surtout connue pour ça, mais qui a écrit beaucoup de livres. D'où lui vient l'impulsion de faire tout le travail qu'il fait? D'où il trouve ses énergies? D'où il trouve ses sources? Et puis un jour, il a écrit ce petit livre qui s'appelle « La voix intérieure », qui est malheureusement pas traduite. Il prend tous les thèmes imaginables et possibles. Alors, il prend par exemple plein de thèmes qui ont rapport avec la mystique et la spiritualité. Le matérialisme, la politique et la spiritualité et la religion, Dieu, Gaïa, de l'anthropocentrisme à l'eucocentrisme. Et chaque fois, il traite le thème en un paragraphe ou deux, en disant ce que ma voix intérieure me dit quand je me relie à ma source. Voilà sur ce thème ce que ma voix intérieure me dit. Et en quelque sorte, c'est une porte du futur en nous. Et au fond, chacun de nous a sa voix intérieure, sa source, sa conscience. On peut trouver des termes différents pour caractériser la même chose, qui fait qu'en fait, quand on est dans un présent, on est toujours quelque part le résultat de nos expériences et un espace libre dans lequel on peut entendre résonner quelque chose qui nous appelle. Ici, on a quelque chose qui nous pousse, ici, on a quelque chose qui nous appelle. Ceci ne nous rend pas libres parce que c'est le résultat de quelque chose qui est déjà effectué. Ici, c'est un champ de possibilités et de potentiel qu'on peut saisir ou ne pas saisir. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on est dans un changement de civilisation, on est au cœur, je dirais je sais pas comment on dire ça, c'est un peu comme la spirale dans un fleuve on est pris dans quelque chose plein d'incertitudes où on est désorienté. Et comment faire en sorte pour que la désorientation ne soit pas une cause de peur et de se réfugier quelque part, et de chercher des anciennes sécurités comme on les avait avant, mais faire en sorte qu'on apprenne à devenir sûr dans l'incertitude.
Et moi, l'exemple qui me vient toujours, c'est la première fois qu'on s'est senti nager. Tout à coup, hein, aussi longtemps qu'on cherche le fond, puis on a l'eau qui vient comme ça, comme ça, comme ça. Et le jour vient où pour la première fois, on fait l'expérience qu'on arrive à nager dans un élément en perpétuel mouvement, sans rechercher la terre. Et on est indépendant, et on est libre, et on peut jouer avec, et on peut... Une expérience de ce type, mais purement à l'intérieur de soi, dans l'âme, de sentir, mais l'incertitude, c'est mon ami. C'est quelque chose, c'est un champ libre dans lequel vient aboutir une forme de passé, et il y a un appel de l'avenir, et comment je peux l'accueillir à tout instant nouvellement, pour, voilà. Donc ça, c'est le presencing de la théorie U, donc on va y venir en fin d'après-midi. C'est l'état de presencing, et c'est l'état qu'il a amené pendant 3 ans à étudier 12 entreprises, et à voir, mais qu'est-ce qu'ils font de différent pour que ça marche bien, et que l'individu puisse vivre complètement. Et il a découvert 3 paradigmes. Oui. Ah, je t'entends pas. À un moment donné, tu as posé une question qui disait qu'est-ce qui est le moteur? Est-ce que là, c'est la réponse à la question? Oui. Oui. Alors, en fait, le moteur, ça va être à chacun de répondre pour lui-même. Parce que moi, à la limite, je peux répondre pour moi-même. Il n'aborde pas de théorie là-dessus. Lui, il décrit ce qu'il a vu, en fait. Moi, c'est une notion, ben là, c'est presque un thème qui déborde le champ de ce qu'on doit aborder aujourd'hui. On parle souvent de projet de vie. Bon, je suis enseignant en premier abord, donc je me suis occupé d'enfants. Si on se dit que chaque enfant vient avec un projet de vie, alors il faut bien que ce projet de vie vienne de quelque part. Alors ça veut dire que si on prend sérieusement projet de vie, ça veut dire que ce projet, il faut bien qu'il y ait quelque chose en l'enfant dans lequel ce projet soit contenu, bien qu'il n'en ait pas conscience. Et que la vie, au fur et à mesure de son déroulement, lui donne et de l'intérieur et de l'extérieur, par les rencontres, les événements, etc., la possibilité de découvrir ce projet de vie qui est le sien, et puis peu à peu de le réaliser. Alors, je dirais, je peux pas en déplut, parce que sinon je vais rentrer dans ma conception de cette chose-là, où la notion de destin, pour moi, elle est extrêmement réelle. La notion de réincarnation, la notion de... Bon, moi, je vis avec depuis tellement longtemps que c'est devenu des certitudes, et le projet de vie, pour moi, c'est presque plus une question, disons. C'est plutôt une manière de vivre avec, plutôt que d'y répondre d'une manière théorique, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que là, ce qui est important, c'est que chacun voit avec lui-même comment il veut répondre à ce genre de questions. Peut-être qu'une chose que j'ai pas dit de ce que je fais, mais qui pour moi est essentielle, je traduis un livre actuellement, j'en ai déjà traduit plusieurs, d'allemand en français, qui est Pont entre la vie et la mort. Donc c'est le livre de Iris Paxino, qui est comment est-ce qu'on peut avoir des contacts avec la vie après la mort. Une personne qui a conscience de ce monde-là, depuis toujours, depuis qu'elle est enfant, et puis qui a approfondi tout ça, qui a fait un doctorat sur la mort imminente, etc., qui a fait beaucoup de recherches, qui a un institut à Stuttgart là-dessus, et qui fait beaucoup d'accompagnement. Et donc son livre m'a tellement touché que je me suis dit, je vais le traduire, pour que le public français ait aussi accès à ça. Donc là, par exemple, il y a une manière de voir les choses qui est la sienne, et qui est extrêmement intéressante. Je poursuis en disant que pour Laloux, il a trouvé finalement dans son étude d'entreprise 3 éléments clés, 3 paradigmes fondamentaux. Premier, l'autogouvernance. Le deuxième, la plénitude. Le troisième, la raison d'être évolutive. Et si vous voulez bien, on va se pencher sur chacun des 3. En commençant par la plénitude. Moi, je pensais vous faire un exercice dans l'espace par rapport à ça. C'est faisable. La plénitude, tout le monde n'a pas besoin de se mouvoir, parce que je trouve très bien toujours le Doppelfisch, tu sais, l'exercice Doppelfisch, il y a ceux qui regardent, ceux qui font, après on peut changer. Puis comme ça, on a la vision aussi externe de quelque chose, c'est très intéressant. Donc, si vous voulez, cette notion de plénitude, c'est cette idée fondamentale que dans les entreprises qu'il a étudiées, eh bien les gens, ils sont au travail comme ils sont à la maison. Ils sont pleinement eux-mêmes. Ils mettent pas un masque, sauf aujourd'hui. Mais à part ce masque-là, ils mettent pas de masque.
Ce sont tous des entreprises dans lesquelles ils peuvent être au travail comme ils sont à la maison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en entreprise, comme je suis à la maison, avec mes colères, mes émotionnalités, tout ça, on peut imaginer que ça va être pas facile de travailler avec les collègues. Donc on arrive à cette notion d'ego et de soi. L'ego et le soi. Et maintenant, je voudrais juste qu'on fasse une petite approche de ça dans l'espace. S'il y a 3-4 personnes ou 5 qui veulent bien voilà, se mettre par là. Alors, dans l'espace que vous avez là, sans parole, juste en vous déplaçant dans l'espace, est-ce que vous pourriez agir comme des égaux? Mais avant ceci, est-ce que vous pourriez vous demander à vous-même, est-ce qu'en tant qu'égaux, si je me suis dans ma nature la plus naturelle, sans ça travailler sur moi pendant des années, tout ça, est-ce que je suis plutôt du type à rentrer chez les gens? C'est une forme de manifestation de l'ego, hein? Je veux arriver à mes buts. Ou alors est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui, quand je vois une situation qui m'embarrasse, je prends des chemins de plutôt tendance, quand je vois que la situation commence à chauffer un peu, et essayez de voir est-ce que vous êtes plutôt un type ou l'autre, et après de vous déplacer dans cet espace, les uns avec les autres, vous rencontrez tout ça, en manifestant cette tendance qui est la vôtre. Merci beaucoup. Quelques feedbacks de l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu Catherine se mettre à l'écart. Et qu'est-ce que... Ok. Manifestement, est-ce qu'il y en avait d'autres comme elle? Hein? Non, hein? Ok. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Affrontement. Ouais. Détermination plutôt. Alors, détermination. Affrontement. Une personne qui était attentive à tempérer un petit peu. Et alors ça, c'était quoi comme élément? Je veux dire, c'est au niveau brut, c'est ni l'un ni l'autre. Donc des quatre couleurs qu'on a vues avant, c'est laquelle qui s'exprime le plus? Le rouge. Ok. Et dans le tempérance, c'est lequel? L'orange? Le vert. Le vert. Le vert. Le vert. Le vert. Remettre la paix là où il y a la guerre. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'aurais pas une ou deux personnes qui pourraient se joindre, qui sont plutôt la tendance fuite? Ne mettons pas la tempérance pour l'instant. Et puis maintenant, essayez de jouer ça encore plus clairement et sans compromis, et l'une et l'autre. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez vu comme... Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui sont parus? Voilà, la fuite. Donc ça, c'est très caractéristique. De l'ego, j'insiste. On pourrait croire que la fuite, c'est une qualité... la fuite contribue autant au conflit que l'agression. Ok. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre de l'extérieur? Quelle était l'ambiance? Ok, alors vous, qu'avez fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, ceux qui s'affrontent, dans l'affrontement, vous arrivez à quoi? Oui. Ok. Donc il y a une présence. Ça, c'est un élément très important. Oui. Il y a des gens présents. Alors que là, dans la fuite, il y a des gens absents. Bon. Et cette présence, elle est de quelle qualité? Qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle construit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle construit? Comment? Elle écrase la présence des autres.
Voilà. Il y a donc, par conséquence, ça me met moi dans l'action, mais ça ne permet pas l'action des autres. Ok. Et la fuite? Qu'est-ce que permet la fuite? De ne pas se faire écraser. De nouveau, de ne pas se faire écraser, donc c'est de nouveau une sauvegarde du jeu, de l'ego, donc c'est de nouveau auto-centré. Ce que je cherche à montrer, c'est auto-centré dans les deux cas. Et maintenant, si vous voulez bien, on va faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va faire une transformation de ça, et vous allez tâcher de vous mouvoir dans l'espace avec la conscience de l'autre, sans perdre la conscience de vous. Donc, gardez votre tendance. Rencontrez-vous. Voyez ce qui se passe quand vous vous rencontrez. Et cette fois, au lieu soit dans la rencontre de fuir pour se protéger, soit de se confronter pour s'imposer, essayez de voir qu'est-ce que demande la situation et qu'est-ce que vous en faites. Toujours sans parole, essayez de l'exprimer et de voir qu'est-ce que vous faites. Et on va essayer de nous voir de l'extérieur. Quelle est l'ambiance que vous ressentez? On pourrait dire quelle est l'énergie que vous sentez dans le groupe quand il se meut de cette manière-là. Donc, vous demeurez présent, mais vous y intégrez cette fois la qualité de l'autre d'une manière, mais du moment de la rencontre. D'accord? Allez-y. Merci. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a déjà vu plein de choses. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça se regarde dans les yeux. Hein? Ça se regarde dans les yeux. Contact. Cherchez le contact visuel. Ensuite. Hein? Personne n'a fuite. Plus de fuite. Personne s'impose. Hein? Personne s'impose vraiment. Et personne s'impose. Le rythme, c'est régulé. Ça, c'est essentiel. Le rythme, c'est régulé. Oui. C'était plus dans l'accompagnement les uns des autres. Accompagnement. Donc, ça veut dire le lien. Ouais. Moi, j'ai eu un peu de coopération aussi. Coopération. On est passé de la concurrence à la coopération. Même au niveau de l'espace, du coup, c'était beaucoup plus resserré. Voilà. Voilà. Et vous avez vu aussi que ça a mené, dans certains cas, à une action commune. Il y en a deux qui avaient des projets individuels, je ne sais plus lesquels, il y a eu une invitation de la part de l'une, et l'autre a saisi l'invitation, et ils ont eu une action commune. Ok. Si on veut élargir ça à la notion qu'il appelle plénitude, pour finir ce premier aspect-là, quelles sont toutes les qualités de soi qui vous viennent à l'esprit, qui dépassent l'ego? La présence à l'autre. La présence, tout simplement. La présence à l'autre, la présence, oui. Hein? L'empathie. L'écoute. J'en ajoute en même temps pour compléter, mais vous continuez à chercher aussi. L'humilité. Le partage, Oui. la disponibilité. La disponibilité, ça c'est fondamental. Si je suis tout plein de mon projet, j'avance dans la vie avec mon projet, je ne vois que mon projet. Et je dois être disponible quelque part. La tranquillité. Tranquillité. Donc, c'est-à-dire le temps quelque part s'arrête quelque part, ou il ralentit, c'était la notion de rythme. Je reprends maintenant les trois plans tête, cœur, main. Quels sont les types de présence rationnels, mais pas rationnels dans le terme qui a été expliqué ce matin, mais plutôt rationnels dans le sens que la pensée est active. Ensuite, quels sont les types de présence qui sont plutôt liés à l'émotionnel et au sentiment? Et ensuite, quels sont les types de présence de soi qui sont plutôt liés à l'action? Où on est là, mais pour faire. Alors moi, j'ai un projet en Allemagne où franchement, les gens, ils ne font que faire. Et après coup, ils réfléchissent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et puis ils corrigent, et puis mais ils commencent toujours par faire. Alors c'est là que j'ai appris que il y a vraiment des gens et des communautés qui travaillent à partir du faire. Et puis après, ils ressentent ce qu'ils ont fait, et après ils rationalisent ce qu'ils ont fait, et ils continuent à chercher.
Et puis dans d'autres pays, c'est beaucoup plus, on établit tous les plans, et puis après on commence à faire d'après les plans. Alors c'est le chemin exactement inverse. Donc toutes ces différentes qualités de soi, et vous voyez maintenant pour finir ce domaine-là, le cheminement de l'ego vers le soi, où il indique clairement dans son livre que l'ego n'est absolument pas un problème. En fait, l'ego, c'est une donnée de départ. Et on ne peut pas devenir un soi qui permet d'intégrer toutes ces qualités qu'on a vues maintenant si on perd en route l'ego. Sinon, on amène à quelque chose, je suis plus moi-même, je suis au service des autres, j'aide toujours partout, mais je suis plus là. Oui, mais quelles sont les limites de ça? Est-ce que ma qualité à moi, ma couleur à moi n'est pas indispensable? Est-ce que je peux la perdre en route? Voilà un peu le côté plénitude qui développe. Et il y inclut justement cette notion de source et de ressourcement en disant que chaque individu, c'est aussi dans les principes des Carmel, la culture de sa source profonde est indispensable à ma collaboration dans quelque groupe que ce soit. Et ce qu'il ajoute, et qui est extrêmement important, c'est le safe place. C'est-à-dire que autant du dedans, j'apporte ma couleur et ma richesse, mais aussi au groupe, autant il faut que de l'extérieur soit créé, et c'est ce que vous avez partout ici, avec les règlements, etc., etc., créer une safe place. Donc safe place, c'est faire en sorte que l'environnement dans lequel on travaille ensemble soit sûr, soit sécurisé, soit safe. À ce moment-là, il dit, bon, les éléments indispensables pour ça, ce qui caractérise un espace comme ça, c'est chacun tâche d'être lui-même, le plus authentique possible. Ensuite, que dans la communication, on parle avec des communications de soi. Donc, non pas tu t'es trompé, mais je ne t'ai pas compris. Donc la communication non violente, d'après Rosenberg, donc l'idée de, comment on appelle ça en français? Ich-Botschaften. Comment on dit ça en français? Je ne sais pas. Les communications à partir du jeu. Ensuite, il y a une transparence la plus grande possible au niveau des informations et des règles, de manière à créer une sécurité dans la relation. Enfin, un devoir de discrétion, c'est-à-dire ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Et enfin, des petites unités, c'est-à-dire dans le sens où, quand on dépasse une certaine taille pour travailler de cette manière-là, on ne peut plus parler de safe place parce que c'est tout simplement trop grand et ça dépasse les capacités. Disons, on va voir dans différents exemples qui proposent que lui, il parle de 10-15 personnes, mais bon. Et ici, il donne ensuite dans le livre un certain nombre d'exemples comment on peut créer des safe spaces. Donc il parle par exemple de narration. Quand dans un groupe, l'un commence à parler de sa vie aux autres, alors il se rend vulnérable. Il parle de lui-même, il se montre, il se rend vulnérable. Et c'est magique. Parce que quand quelqu'un, avec les médecins que je connais qui sont toujours... faire un exercice comme ça, c'est incroyable pour eux. Parce qu'ils toujours se faire juger par ses collègues et tout et tout. Et tout à coup, quelqu'un parle de lui-même. Et ça, c'est comme une porte qui s'ouvre magiquement chez les autres. Donc ça, le narratif, c'est quelque chose de fantastique. Le recueillement, et il parle des espaces de recueillement que des entreprises ont créés. La narration dans d'autres écoles ou bien dans des autres entreprises. Les réunions, comment créer des safe places dans les réunions. Alors, par exemple, il y a une chaise avec quelqu'un qui soit uniquement attentif à la qualité des messages. Et puis, dès qu'il y a un message qui a un brin de violence, à ce moment-là, il sonne. Et on revient un gardien, on pourrait dire, de l'harmonie. Vous appelleriez, vous, ici, je pense, gardien d'harmonie. Et puis, il parle en fait ensuite de plein de choses de l'entreprise, les horaires de travail, les évaluations, etc., etc., où cette qualité-là peut être complètement intégrée. On arrive à son deuxième paradigme qui est l'autogouvernance. Alors, l'autogouvernance, c'est l'idée principale, c'est qu'en fait, la hiérarchie
mais c'est pas trop la peine d'en parler avec vous, puisqu'ici, justement, vous travaillez pas comme ça. Mais disons, la hiérarchie ne peut pas traiter de thèmes complexes. En ce sens que la complexité existe au niveau de la vie réelle. Et la hiérarchie qui est au sommet est toujours plus petite, et plus elle est petite, plus elle s'éloigne du réel. Et donc, elle doit simplifier la réalité jusqu'au point où elle peut la traiter. Et donc, elle peut jamais être en accord avec la réalité. Et donc, l'autogouvernance, c'est une manière de s'autogouverner, de manière à faire en sorte que l'individu et les petites unités, c'est au niveau de l'équipe que ça se passe, là, cette fois, soient complètement maîtres de tous les aspects de leur gestion de projet. Et l'exemple clé il y a un certain nombre d'exemples, mais l'exemple assez extraordinaire qu'il cite et qui est une réalité, c'est Buurtzorg en Hollande, qui est donc les soins à domicile. Et donc, il est lui-même infirmier, le patron de ça, et il a travaillé dans le système étatique hollandais en se rendant compte que c'était terrible, quoi. Pour les patients, c'était épouvantable. Parce qu'il y avait toujours chaque jour quelqu'un de nouveau, etc., qu'ils n'avaient pas le temps, faire les soins, repartir et tout. Donc il a dit, je vais créer quelque chose de nouveau. Et ce qu'il a créé, c'est Buurtzorg. Et Buurtzorg a été créé par unité de 12 infirmières. Et ces 12 infirmières gèrent tout. Il n'y a pas de chef au-dessus des équipes de 12 infirmières. Alors, Buurtzorg, je voudrais citer un passage. Aujourd'hui, à 9000 collaborateurs, parce qu'en fait, il n'y a plus personne dans les soins, ou presque, en Hollande qui veut travailler ailleurs que chez Buurtzorg. Donc ça s'est développé de manière incroyable. 800 équipes de 10 à 12 infirmières. Et leur système de compétences, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de chef. Donc ça veut dire que chaque fois que, par exemple, il y a des infirmières, elles sont pour une région, et chaque fois que elles grandissent, qu'elles sont 15, alors c'est une nouvelle unité qui se crée. Mais ils ne dépassent pas cette somme-là. Et il y a un coach par 40 à 50 équipes. Les coachs, c'est des infirmiers et modérateurs et consultants expérimentés qui n'ont aucun pouvoir hiérarchique et qui sont à disposition chaque fois d'un réseau de 40 à 50 équipes d'infirmières. Elles peuvent faire appel à cette personne aussi souvent qu'elles veulent, et il est une personne ressource qui, quel que soit le problème, peut les aider à les résoudre, mais ne les résout pas pour elles, et n'a aucunement rien à exiger, ni rien à dire. Il est là, il est disponible. Et le siège, qui est quelque part en Hollande, compte 28 personnes. En tout cas, à l'époque où le livre a été écrit. Il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Il s'occupe de faire les salaires pour tout le monde, et en gros, c'est tout. Donc ça veut dire que toutes les questions d'organisation et de développement sont dans les mains de ces équipes. Et ça marche, comme me dit, très bien. Et il donne ensuite d'autres exemples, des équipements automobiles et autres, donc des leviers de moteur et tout, où il montre qu'en fait, quel que soit l'objet professionnel, il est possible de s'organiser comme ça. Et moi-même, j'ai vécu en France, dans une entreprise de cosmétiques, une grande entreprise, un patron qui, un jour, il avait sa fille qui devait faire pour ses études un stage, et il est le directeur de 2 usines de fabrication, mais là où il y a les machines, comment on appelle les chaînes de fabrication. Et puis elle a fait son stage dans l'une de ces 2 usines, et après il lui a demandé alors comment c'était. Elle lui a dit, mais papa, et il a dressé un tableau de cette usine où il est tombé des nues. C'était épouvantable. Il y avait les cols blancs, comme on dit, qui circulaient en haut au premier étage, et puis eux qui travaillaient en bas dans les chaînes, et tout, et il lui dit ce qu'elle a vécu. Il a réuni tous les employés de ces 2 usines, ça je l'ai entendu direct de lui, et il leur a dit comment vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez continuer comme ça, ou est-ce que vous voulez qu'on transforme ça? Une usine a dit on continue, comme on a toujours fait, patron, repatron, surpatron, tout ça. Et l'autre usine a dit, ben non, on va tout changer. Et aujourd'hui, il y a une usine qui travaille traditionnellement comme ils ont toujours fonctionné, et il y a une autre usine que j'ai visitée, dans laquelle ils travaillent en équipe. Et ils se sont eux-mêmes organisés, c'est-à-dire chaque fois, il y a un de ceux sur la chaîne qui prend les décisions pour le groupe.
Donc ils ont une réunion par semaine, et puis pendant une semaine, c'est lui qui prend les décisions. La semaine suivante, c'est un autre. La semaine suivante, c'est un autre. Donc, quand tu es celui qui doit prendre les décisions, dis donc, tu dois décider pour toute l'équipe. Tu dois continuer à être accepté par tes collègues. Tu dois avoir du courage, tu dois avoir de la clarté pour prendre la bonne décision. Mais quand tu es pas le décideur, mais alors tu dois apprendre à faire ce qu'on te dit de faire. Et puis tu dois respecter ce que ton collègue a décidé et tout. Et les deux fonctionnent très bien, mais sur des modes complètement différents. Donc ça, c'est un autre exemple montrant que là où il y a l'intention, on peut effectivement trouver les moyens de le faire et ça fonctionne très bien. Il y a avant de passer donc au troisième, pour être quand même dans les temps, je voudrais dire deux outils qu'il a découvert, parce que ça, c'est pas des théories, je répète, c'est des choses qu'il a étudiées qui fonctionnent. L'un, c'est les sollicitations d'avis. Il y a une entreprise de fabrication de je sais pas quoi, très technique, où en fait, quel que soit le positionnement hiérarchique, tout collaborateur peut prendre toute décision. Donc quand il s'agit d'acheter une machine de 500 000 €, n'importe qui peut l'acheter. Mais ils ont introduit un système de sollicitation d'avis. Autrement dit, quand quelqu'un a le sentiment, d'abord il travaille plus avec des fonctions, mais avec des rôles. Ils ont abandonné le système des fonctions. Donc moi je suis ce qu'il y a comme fonction dans leur entreprise à eux, mais ils ont chaque fois une fonction qui caractérise leur métier, leur activité. Ils ont changé pour avoir des rôles. Donc ça veut dire que les rôles, c'est chaque fois que je vois un besoin quelque part, j'ai la possibilité de répondre à son besoin et de changer de fonction. En voyant que mon ancienne fonction, évidemment, est reprise par quelqu'un d'autre. Et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que la sollicitation d'avis, ça veut dire que quand quelqu'un voit un besoin quelque part, et que ça nécessite de faire un gros investissement, par exemple, la sollicitation d'avis veut dire qu'il est obligé de consulter les experts de ce domaine dans lequel la décision sera prise. Il est obligé de consulter ceux qui sont concernés par les conséquences de sa décision. Et après, il peut prendre sa décision. Donc c'est presque pas à croire que ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne. Parce que là aussi, il y a cette inversion, c'est-à-dire, une fois je suis celui, imaginez que j'achète une nouvelle machine, que c'est pas la bonne, et tous les collègues qui vont être condamnés à travailler avec. Donc c'est une sacrée responsabilité. Et puis de l'autre, le jour où il y a vraiment un besoin, il faut bien que quelqu'un y réponde. Donc un jour ou l'autre, on est aussi amené à être celui qui prend une décision. Et ça fonctionne. Donc la sollicitation d'avis, c'est un mode de prise de décision qui est extrêmement intéressant quelque part, parce que tout le monde est concerné, mais il n'y a pas d'égalité. Je reviens à l'égalité dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Mais tout le monde étant concerné à un chef ou à un autre, toutes ces personnes-là sont consultées. Et donc c'est une forme de délégation finalement. Une délégation naturelle, on pourrait dire, une délégation sociale qui se fait par l'acte même de la décision à prendre. Et l'autre élément, c'est les hiérarchies naturelles. Il développe beaucoup l'idée que les hiérarchies formelles, j'ai fait des études ceci, donc je suis un capitaine de gendarmerie. Non. Ces hiérarchies formelles deviennent des hiérarchies naturelles, c'est-à-dire j'ai un penchant pour ceci et tout le monde le voit bien. Quand j'aime la musique, il va y avoir de la musique partout. Quand je suis bon en électronique, c'est à moi qu'on fera appel, c'est pas à mon... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ces hiérarchies naturelles qui sont dynamiques et qui sont là, qui sont des faits. De nouveau, là, on n'est pas égal. C'est extrêmement intéressant de noter que là non plus, on n'est pas égal du tout. Remplace peu à peu les hiérarchies formelles. Et que le tout fonctionne sur la base de hiérarchies naturelles qu'on peut se connaître ou qu'on peut découvrir par le reflet que les autres nous donnent de nous. Et pourquoi toi tu fais pas ça? Tu serais tout à fait capable de le faire. Ah ben je m'étais jamais posé la question. Voilà. Donc ça c'est le deuxième grand domaine, l'autogouvernance, dans lequel il donne beaucoup d'exemples. Et on arrive au troisième qui est la raison d'être évolutive, qui est moins saisissable dans le sens que alors un exemple amusant qu'il dit, c'est quand on apprend à faire du vélo.
C'est un peu comme pour nager tout à l'heure. Si on suivait le modèle de planification et de contrôle, planification-contrôle, qui est le mode classique qu'on connaît quelque part, alors on ferait d'abord des tas de plans, des tas d'études, de statistiques, d'analyses, tout ça, de qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour apprendre à faire du vélo. Et il y a des dessins très amusants là-dessus. Le vélo, c'est à la page 117. Voilà. Donc il décrit ici dans le livre comment on fait d'abord des grands tableaux, tout ça. Et en fait, tout est contrôlé, tout est prévu, tout est planifié avant de commencer à monter sur le vélo. Puis après, on monte sur le vélo et on se casse la figure. Première chose à faire, on va se casser sur la figure, ça marche pas comme ça. Et après, alors, on évalue et on contrôle et on analyse. Pourquoi il est cassé? Alors qu'il y a eu un petit caillou là, et on recommence à faire des plans et puis tout ça. C'est pas comme ça qu'on apprend. L'alternative, c'est d'apprendre en se mettant sur un vélo, en ayant peut-être quelqu'un à côté qui aide à ça. Et en fait, en apprenant à faire du vélo de cette manière-là, on se rend compte que la tête ne joue plus qu'une petite partie du tout, et qu'il y a tout un tas de perceptions dynamiques, statiques, de poids, de vitesse, de tout ça, qu'on apprend pratiquement automatiquement. Et en fait, ça veut dire que dans une entreprise qui travaille d'une manière évolutive, on abandonne toute idée de planification. Ça vous concerne dans vos projets complètement. C'est à croire que c'est pas faisable. Alors c'est remplacé par quoi? On retrouve l'idée de passé et d'avenir de Charmer dans l'idée qu'une entreprise, qu'un projet, il existe avant d'exister. Alors je reviens à cette idée de projet de vie. Finalement, il y a un parallèle terrible entre l'individu et les groupes et la société et le monde. Donc ça veut dire que cette entreprise, en fait, potentiellement, elle existe déjà. Donc si on se dit, si on arrive au projet d'entreprise dans cette posture, elle existe déjà, et je me mets au service d'elle, on va écouter. Au lieu de planifier, d'être actif dans sa tête, dans la rationalisation, on va écouter. On va se mettre avec d'autres. Qu'est-ce que toi t'entends? Et il va narrer. La narration, on retrouve l'idée de narration. Donc ça va passer par des individus. D'une part, donc, vous voyez la source de chacun qui est en action, parce que ce que chacun va dire, quelque part, c'est en lien avec sa propre source. Premier élément, individu. Dès qu'il y a communication, dialogue entre les gens, vous voyez qu'un nouvel élément entre en jeu. C'est le dialogue, c'est la relation. On entre dans le paradigme du groupe, où il y a tout à coup un nouveau monde qui s'ouvre. Parce que tu dis ça, me vient une idée que je n'aurais jamais eue tout seul. Et quand je la dis, cette idée, tu te dis, mais oui, c'est évident. Et ça, on le doit à... C'est comme s'il y avait un espace invisible, mais réel, entre les gens, qui est tissé de ce futur, auquel il faut simplement qu'on développe des organes d'écoute. On parle d'écoute profonde, mais là, c'est vraiment le cas ou jamais de le mettre en... et puis de passer par un processus dans lequel on est autant en relation avec sa source qu'avec la source de l'autre, et troisième élément, avec le temps, c'est-à-dire le présent. Alors c'est vraiment l'accent de Charmer dont on parlera plus tôt après. Mais c'est présent ici aussi. Et ce qui est présent aussi ici, c'est dans cette manière de faire germer un projet et puis de l'accompagner, c'est cette incroyable corrélation entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, le spirituel qui est quelque chose qui vit en moi, mais qui vit en moi plutôt comme une impulsion, comme quelque chose que je ressens, et le matériel qui est une manifestation, mais toujours le résultat aussi de quelque chose. Et comment, en percevant ce qui se présente à moi, quelque chose de spirituel en moi se met en œuvre. Et quand moi, quelque chose de spirituel en moi se met en œuvre, je me dirige vers des éléments de matière qui confirment, qui infirment et qui m'amènent plus loin sur mon chemin. Donc cette corrélation entre une partie de nous qui est invisible et une partie du monde qui est visible. Moi, je dirais que j'ai vécu ça ce matin fortement avec le chemin des faits derrière. J'ai vraiment senti, c'était incroyable c'est un véritable dialogue quand on va là-bas.
C'est incroyable. Et de suivre ce chemin des faits en étant autant attentif à ce qui se passe à l'intérieur qu'à toutes les questions et toutes les réponses et toutes les... Vas-y, viens vers moi, des appels, des invitations qui viennent de l'extérieur. Et tous les gens qu'on sent qu'ils sont passés par là, mais ce qu'on voit quand il y a une petite fée ici, quand il y a ici une amphore avec un miroir au fond, connais-toi toi-même de Delphes, tout ça, mais c'est le résultat matériel, artistique, beau, d'un cheminement spirituel, de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a passé par des processus et qui l'a traduit comme ça. Et au fond, la gestion qu'il expose dans son livre, et c'est un peu la clé, quoi. La clé, les autres, c'est des conditions pour que la clé fonctionne, mais la clé véritable, c'est cette raison évolutive qui est une toute autre posture vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du projet en développement, qui fait état autant de ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi, de tout ce qui est manifestation dans l'activité des sens. C'est extrêmement important de pouvoir voir, écouter, sentir, goûter. Tout ça, c'est essentiel pour Charmer aussi. Donc, ce monde des sens, ce monde qui est autour de nous, mais le monde qui est à l'intérieur de nous, qui est tout aussi différencié, tout aussi réel, mais moins saisissable parce qu'il est dans le temps. Donc, quelque part, on a le monde de l'espace, quelque part, on a le monde du temps. Et au fond, dans le présent, on a toujours quelque part une rencontre des deux. Et par rapport à ça, il montre que tout peut être dans la gestion de projet ou dans la gestion d'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples. Faire le budget de l'année suivante. Les évaluations de travail, de poste. Tout doit comme passer par le chat de l'aiguille de cette gouvernance évolutive et se poser la question, mais si tous ces aspects-là quittent le paramètre planifié, exécuté, contrôlé pour devenir écouter, faire, ressentir, alors comment doit-on gérer cet aspect précis? Quel est le rôle de l'argent dans un projet? Il dit, mais... Et il parle de tous ces projets qui ils ne font plus de planification de budget. Ils n'ont plus de budget. C'est impensable. Pour quelqu'un de normal, c'est impensable. Et au fond, ils écoutent la raison d'être évolutive de cette entreprise et ils se rendent compte que les dépenses, les investissements et tout, ils les font d'après cette raison d'être évolutive. Et l'entreprise va où elle va. Et on se rend compte que le but ultime n'est plus que l'entreprise fleurisse et fasse des bénéfices, mais qu'elle réponde aux besoins de l'intention dont elle est née. Et vous voyez l'élément spirituel de nouveau, mais pas seulement l'élément spirituel de l'individu, mais l'élément spirituel de toutes les personnes qui travaillent à ce projet ensemble. Et il va plus loin, de dire de l'entreprise. Que l'entreprise, il faut presque s'imaginer qu'il y a une entité plus importante que les individus et les équipes, qui est, par exemple, je prends un exemple tout simple, les différents villages, les éco-villages du monde. Je l'ai pas encore fait, vous êtes le deuxième, avec les Carmels, c'est le deuxième que je visite, mais en vivant ici un certain temps, on doit pouvoir sentir qu'il y a quelque chose ici qui est profondément l'identité de ce lieu et de cette communauté. Et ça dépasse les équipes, ça dépasse les individus. C'est quelque chose vraiment qui est plus ample. Vous voyez? Et cette dimension-là, c'est l'organisation. Donc vous voyez, vous retrouvez les trois dimensions, individu, équipe, organisation, mais aussi avec la composante spirituelle, on pourrait dire, la composante... Donc on me dit, il y a ce livre qui est vraiment très facile à lire. Il a d'abord écrit l'autre, et puis après il s'est dit, mais c'est important que ces choses-là... toute personne intéressée par ces développements puisse le lire. Donc il s'est mis ensemble avec un designer et puis il s'est rendu compte en le réécrivant qu'il fallait qu'il réécrive le livre, mais c'est pas un succès d'année de l'autre. Il dit lui-même qu'il y a l'essence de ce qu'il veut transmettre, c'est dedans. Donc je veux dire, l'autre c'est vraiment si on veut mettre en œuvre tout et puis savoir à tout et tout, il faut étudier l'autre, mais
Donc je vous le recommande parce il est vite lu quelque part et il est très simple à comprendre. Voilà. Alors lui, ben c'est quelqu'un qui vit dans les environs de New York, dans une communauté, avec sa famille. Et d'après ce qu'il dit lui-même, ben il parcourt pas le monde pour. Il dit ce que j'avais à dire, je l'ai dit dans mon livre. Donc apparemment, il accepte pas beaucoup d'invitations ici ou là. Ce que fait Charmer, par contre. Donc c'est une approche qui est quand même extrêmement intéressante et qui touche. Moi, je dirais que vous êtes en résonance avec ça. Ce que j'ai vécu de votre travail ce matin, vous êtes complètement en résonance avec tout ça, quoi. Ça doit pas vous paraître étranger, tout ça. Mais il est français. Le titre, il l'a gardé en anglais. Mais le livre est français. Donc j'avais l'idée là-dessus de faire autrement. Hein, je voulais vous faire travailler sur chacun des trois en rapport avec votre projet. Quelle est votre manière quelle est votre raison évolutive, quelle est votre manière de prendre des décisions, quelle est votre manière de tout ça, puis de refléter ensemble à l'image de ça. Et pour ça, il faudrait que vous ayez des projets qui soient vraiment avancés, vous êtes aux prises avec ces questions-là. Et j'ai comme eu le sentiment, en entendant ce que j'ai entendu ce matin, que c'est pas vraiment encore le cas, quoi, pour beaucoup d'entre vous. Je me suis dit, bon, ben, c'est un peu théorique, mais voilà. On fait une pause. Moi, quand je suis ravie, j'agis et je vais sur l'ITI. Voilà, donc je crois que je vais tout simplement décrire les étapes et on va pas faire tellement plus que ça en 20 minutes. Donc en fait, le downloading, c'est uniquement le mouvement qui vient du passé vers le futur. Ce que je sais déjà, je le sais, et c'est comme ça, et c'est la solution à tout. Donc on me pose un problème, ah j'ai déjà eu ce problème, voilà comment je l'ai résolu, je résous le nouveau problème comme ça. Donc ça veut dire que je fais un saut, je ne fais que la répétition du passé et de ce que j'ai appris vers l'avenir, sans me poser de questions. C'est ce qu'on fait extrêmement souvent, et il y a du positif et du négatif. Le positif, par exemple, c'est que s'il y a des animateurs de cette formation qui ont assisté à une autre formation avant, eh bien ils ont appris des tas de choses. Et qui peuvent reprendre des éléments d'avant et les appliquer ici. Ils font du downloading dans le sens positif du terme. Ils prennent ce qu'ils ont déjà appris et ça leur sert. Ça sert de base à ce qu'ils vont faire maintenant. Mais par contre, le problème de ça, c'est que dans cette phase de reproduction, on est en plein c'est une phase de jugement, c'est-à-dire on me pose ce problème, j'identifie ce que j'ai déjà appris et je l'applique comme ça. C'est le problème de résoudre des problèmes nouveaux avec la pensée qui a créé le problème. C'est exactement ce circuit-là. C'est le non-intérêt pour la chose. On ne se pose pas plus de questions, on fait tac, une connexion et on continue. Donc il y a une non-intérêt, il y a un confort, on ne se bouge pas de sa zone de confort, et il y a une absence de soi. On se sert de connecter les choses entre elles, et puis voilà. Donc ça c'est le problème de ça. Le côté qu'il faut quand même pas oublier, c'est que tout ce qui est aujourd'hui très renommé, le good practice, c'est quand même pas autre chose que ça. C'est pour ça que moi, je suis pas un ami du good practice qui est vu très bien partout. Et moi, je vois les limites du good practice qui signifie qu'une chose qui m'a réussi quelque part, c'est devenu un good practice et puis je l'applique ailleurs. Mais ailleurs, la situation est différente. Et peut-être que ça va pas du tout être si positif que ça. Donc le good practice, c'est quand même une forme de downloading. Voilà, bon. Ce que dit Charmer, c'est quand vous sentez que vous êtes en downloading, vous dites stop. Il y a une suspending, il y a une suspension, vous stoppez votre processus et maintenant vous n'allez pas vers l'action. Le performing, il est de l'autre côté là-bas. Au lieu d'aller vers le performing, vous arrêtez le processus de downloading et vous entrez dans une phase toute nouvelle qui est le seeing with new eyes. Ce que vous croyez déjà connaître, eh bien vous allez le redécouvrir par des perceptions nouvelles, par des rencontres, par l'émerveillement, par le fait de suspendre le jugement, comme si vous ne l'avez jamais vu. Là, le modèle idéal, c'est vraiment le tout petit bébé. Le petit bébé qui perd ça quand même assez rapidement. Il a un regard universel. Et puis dans les tout premiers temps, alors que toutes les expériences de la vie ne sont pas encore allées vers lui, mais franchement, les regards
d'enfants dans les disons la première année, c'est fantastique, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de cette qualité-là, mais lui, la différence, c'est qu'il connaît pas le monde, il le découvre, alors que nous, avec cette méthode-là, alors moi, par exemple, dans un projet où j'intervenais pour la première fois et où je savais qu'il y avait un problème de ça, eh bien, on a fait du walking sur toute la maison. On est passé par tous les cabinets, tous les lieux de la maison, avec tous les collaborateurs. Et le collaborateur qui travaillait dans ce lieu-là a dit « ma vision de ce lieu, c'est ça ». Mais les gens étaient dans ce lieu. Et lui, par la vision des autres, redécouvrait son lieu. Et eux, par ce qu'ils disaient sur son travail, redécouvraient aussi le lieu. Donc il y a des tas d'outils, des tas de dynamiques possibles. Donc il y a des outils pour toutes les étapes qu'on dit, il y a des outils qui sont proposés et qui sont développés toujours plus avec le temps. Donc l'idée là, c'est de voir nouvellement ce qu'on croit déjà connaître. Donc ça veut dire que c'est par le dialogue. On passe de l'individuel au collectif. C'est une présence nouvelle à ce qu'on fait. C'est dommage que là, j'ai pas de truc pour dessiner. Il y a pas de truc à dessiner. Ça, c'est vraiment très dommage. Ça veut dire que je le fais comme ça. Au niveau du downloading, il faut vous imaginer un cercle avec un point dedans. Ou alors un donjon, un château avec un donjon. Et il y a le donjon au milieu, le roi dans son donjon, les remparts. Et c'est un peu l'image du downloading. Je sais ce que je suis bien protégé, le reste ne m'intéresse pas. L'image symbolique du seeing, c'est je m'ouvre et je commence à voir nouvellement, donc il y a un mouvement du centre vers la périphérie. C'est un mouvement centrifuge. Centrifuge qui va du centre vers la périphérie et qui fait que la périphérie, les gens qui sont autour de moi, je les redécouvre. Ensuite, on pourrait depuis ça, la tendance est très forte lorsqu'on le pratique, parce que là, je veux dire, le milieu dans lequel on travaille, il apparaît complètement nouvellement. Et on a une tendance très forte, à partir de là, de ressauter dans l'action. C'est très, parce qu'on a déjà des thés nouvelles, on retrouve de l'énergie. C'est la phase de l'énergie, ça. Et on se sent de nouveau enthousiasme, on retrouve l'enthousiasme qu'on avait perdu ici. Ce que Charmer propose, c'est de faire de nouveau un stop, et de dire non, on s'empêche d'aller vers l'action. Et on redirige notre attention, parce qu'il s'agit au fond de l'attention qui est en absence ici, qui est une attention centrée vers la périphérie et les sens ici, et qui est ici, on redirige son attention, mais cette fois à l'intérieur de nous. D'avoir redécouvert ma périphérie nouvellement, qu'est-ce que ça a mis en mouvement en moi? Et en tant qu'équipe, qu'est-ce que ça a mis en mouvement en nous? Qu'est-ce qui a changé en nous par le fait qu'on passe par cette étape-là? Et ici, comme vous le voyez, ici, on est à une ouverture de la perception, et ici, on est à une ouverture du cœur. Ici, il s'est passé quelque chose en nous, et maintenant, on dirige notre attention, sensing, on sent qu'est-ce qui s'est passé en moi en tant qu'individu, en nous en tant qu'équipe, et on essaye de le rendre le plus clair possible. Et le mouvement qui apparaît ici, si on voulait le symboliser, ça sera un mouvement centripète, c'est-à-dire qui vient de la périphérie vers nous. Et à ce moment-là, on sent plutôt qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de nous par le fait qu'on a été dans la périphérie avant. Parce que vous avez fait des observations intéressantes aujourd'hui avec le changement de rythme à plusieurs moments de la journée, ce matin, cet après-midi. Ici, la tendance est l'accélération, parce qu'on découvre toujours plus de choses, et c'est très bien, parce qu'à cette phase-là, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut quitter la tête, et il faut entrer dans le regard, l'ouïe, le nez, le sens du toucher, tout ça. Ici, c'est le contraire. On a une tendance à ralentir, et quand on fait cet exercice, on sent que le temps ralentit. À la limite, il y a du silence qui s'installe tout seul, parce que quand on veut sentir à l'intérieur de ça, on peut pas en même temps tout le temps parler, ce que je fais actuellement. C'est pas possible. Là, je suis en dehors de moi, je suis vers vous. J'essaie de transmettre quelque chose. Alors que le mouvement d'ici consiste vraiment, après avoir revisité notre soi-disant connu, eh bien de revisiter nous, qu'est-ce qu'il fait de nous ce présent connu. Et la tendance ici aussi, évidemment, est de sauter dans l'action à nouveau. Ce que Charmer, donc tout très rapidement, nous invite à faire, c'est de dire, eh bien, au lieu maintenant de passer à l'action, et toutes les idées qui sont venues de les mettre en œuvre,
on va laisser partir toutes les idées qu'on a eues. Letting go. C'est-à-dire laisser partir, ne plus vouloir quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, mais c'est vachement difficile. C'est-à-dire de rentrer dans une... Parce que là, c'est toute votre âme, c'est tout votre esprit, toute votre source qui s'active. Et là, ce qu'il vous demande, c'est en fait de rentrer dans une relation avec la chose telle que vous ne voulez plus rien. Vous faites confiance. Vous vous rappelez la confiance qu'on a vue en haut durant son expérience du début? C'est ce genre de confiance qui n'a pas de contenu. C'est un état. On pourrait presque dire c'est un état de confiance dans lequel on se transpose individuellement et collectivement. Ce qui est très important avec Charmer, c'est qu'il travaille toujours sur les plans individuels et collectifs. Et qu'il travaille, comme j'ai dit, aussi avec les plans matériels, donc perception et spirituel. Ce qui se passe à l'intérieur de nous comme phénomène qualitatif. On pourrait dire que le mouvement symbolique qui vient d'ici, c'est de dépasser l'entourage immédiat dans lequel je suis pour mettre son attention dans la périphérie de notre projet. Et d'essayer de se mettre en état de percevoir l'avenir, le futur, puisque c'est dirigé à partir du futur émergent, c'est le cas de le citer, de se mettre dans une situation où le passé, parce que malgré tout ce qu'on a vu ici, en tout cas jusqu'ici c'est le passé, ici c'est le présent, et maintenant, pour entrer dans une qualité de presencing, être présent sans volonté personnelle, on est obligé de quitter le passé et de quitter le futur. Le non-vouloir de quelque chose, je veux dire, quand vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est dans les tripes que vous avez le projet. Essayez de renoncer à un projet qui vous tient à cœur. Enfin, pour ceux qui veulent ou autres, mais il y a 2-3 exemples qui citent qui sont merveilleux. C'est une expérience de mort par laquelle on passe lorsqu'on arrive à ça, et on arrive à ce moment-là. Donc le but, c'est d'arriver à un endroit où on se connecte à quelque chose sans vouloir personnel ou collectif. Et on se dit, on a confiance, on sait ce qu'on a fait, et on a confiance que quelque chose veut devenir. Et on se met dans un état d'écoute profonde. Et pour ça, il y a aussi des outils. Il y a des moyens qu'on peut faire ensemble et seuls qui permettent de se mettre dans un état comme ça. Pour dire, c'est aussi, il y en a qui le font par la méditation. Mais la méditation n'est pas le seul moyen. Et puis de méditation, il y en a tellement de possibilités de méditer que c'est... Ce qui est très important ici, c'est que donc ça serait intéressant pour votre projet, par exemple. Vous voyez, tout ça, j'avais souhaité qu'on le fasse en relation avec le projet que vous vivez maintenant. Que l'équipe qui a mis tout ça en route, elle est passée par tout ça. Il y a des éléments de qualité de chacun de ça par lesquels ils sont passés, et ce serait fantastique de mettre leur expérience en rapport avec justement ce que Charmer identifie comme étant, ça c'est de la qualité du sensing, ça c'est de la côté du seeing. Lui, il le met dans une dynamique, parce que vous verrez, il y a une logique à cette dynamique. Ça, c'est la phase de la perception, et ça, c'est la phase de la réalisation. Mais moi, dans mes expériences, j'ai fait beaucoup d'expériences où je ressens des ordres différents de ça. Donc, si vous voulez, l'élément important ici, c'est qu'il y a une phase dans laquelle on passe par le chat de l'aiguille, une phase où, alors là, il raconte par exemple l'exemple d'un sculpteur. Il veut sculpter quelque chose et il travaille, et puis à un moment donné, il se rend compte que les mains travaillent sans qu'ils soient vraiment présents. Et là, il s'est passé quelque chose. Un autre exemple, c'est un orateur qui doit annoncer à l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise une très mauvaise nouvelle. Et il travaille toute la nuit pour présenter son PowerPoint et tout. Et puis, quand les 250 collaborateurs sont là et tout le monde en silence, parce que tout le monde se doute que c'est une très mauvaise nouvelle, tout ça, comment, peu à peu, il faudrait que je vous le lise, hein, c'est beaucoup plus passionnant, mais comment il se dirige peu à peu vers le podium, il sent les jambes trembler, le sol disparaître sous ses pieds, et il le dit, en arrivant, en montant les marches, j'ai l'impression de mourir. Et il regarde les gens, tous les gens qui le regardent et qui attendent qu'est-ce qui va maintenant se passer. Donc il est dans cet état-là, et il a eu l'impression de mourir, qu'il allait s'évanouir, qu'il allait tomber dans les pommes et ne plus supporter ça. Et il a senti, à un moment donné, venir du fond de lui quelque chose, comme une certitude de quelque chose, qu'il était comment il a dit ça, la bonne personne, au bon endroit, au bon moment.
Donc, que c'était agréable, que c'était pas agréable, c'est une autre affaire, ça devient annexe. Donc, à la limite, le message qu'il a mis dans un état pareil n'était plus du tout l'essentiel. L'essentiel, c'était maintenant de reconnaître, et il est monté quelque part en hélicoptère. Il a vu en quelque sorte la situation d'ensemble dont il était une partie, et il a vu que dans cette partie, il était à la bonne place. Et ça lui a donné ce sentiment, et le message est passé, et tout s'est bien passé. Et il y a encore un troisième exemple, et c'est vraiment magnifique, parce que c'est des expériences, ici vous êtes absent, mais ici et ici, vous êtes profondément actif. Alors que là, ce qui caractérise ça, c'est que vous êtes passif, vous êtes activement passif. Et qu'en fait, vous sentez à un moment donné qu'il y a quelque chose qui vient à votre rencontre, mais très, très concret. Voilà. Et puis alors, l'idée après, pour continuer le processus, et comme maintenant on n'a plus du tout de temps, je voudrais encore vous montrer un autre tableau, je vais faire le reste. Alors, le reste, c'est la réalisation, mais je vais quand même juste le commentaire un peu. Disons qu'après ça, il s'agit d'accueillir ce qui se cristallise à partir de cette expérience intérieure, collective et individuelle. Donc, quels sont les quelques points de tout ce qui a été vécu et développé ici, mais après être passé par le chat d'aiguille, quels sont les quelques points qui se manifestent comme des cristaux qui se dégagent du sel quand l'eau quand l'eau s'est évaporée? Quels sont les quelques cristaux auxquels on a envie de donner une suite parce qu'ils se dégagent, on a envie de les accueillir. Donc comme ici on laisse partir, ici on letting come. Et dans la phase suivante, on prototype, c'est-à-dire on fait des prototypes. Il faut faire des essais rapides, voués à l'échec, uniquement pour mettre à l'épreuve, est-ce que ça tient la route, est-ce que ça on est sur le bon chemin, est-ce que ça nous conduit où on veut, de manière à faire des essais en quelque sorte. C'est des essais, c'est des prototypes. Donc c'est pas du tout le but qu'ils réussissent, c'est le but que... Vous voyez, c'est de nouveau, ici on passe par un mouvement profondément spirituel, ici on part de la pratique la plus traditionnelle, et on arrive peu à peu vers le performing, qui est l'intégration à l'entreprise du résultat de ce travail. Maintenant, je voudrais juste, voilà, montrer ça simplement, qu'en fait, le travail qui se fait dans cette phase-là, c'est d'ouvrir l'esprit. Le travail qui se fait ici, c'est d'ouvrir le cœur. Et le travail qui se fait ici, c'est le travail le plus profond, ouvrir sa volonté. Donc, abandonner sa volonté, faire sien une volonté tierce. Imaginez que dans le travail que vous avez après le presencing, vous êtes venu ici avec une volonté propre comme ça, vous arrivez à vous reconnaître dans la volonté de quelqu'un d'autre, parce que c'est la volonté du projet. Donc ça, c'est un travail au niveau de la volonté. Et maintenant, c'est les trois voies qu'on a eu dans l'exercice, qu'en fait, chaque fois, et ça c'est une loi, on pourrait dire, chaque fois que vous faites un travail d'ouverture et de progrès, il y a comment on appelle, un fantôme en vous, il y a un double, selon les termes, selon les cultures, on appelle ça différemment, Doppelgänger en allemand, la personne qui est allemande ici. Comment on dit Doppelgänger en français? Un double, alors un double, voilà. Mais oui, je trouve aussi. Bon, alors machen wir auf Deutsch weiter. Donc, ça veut dire que quand vous ouvrez quelque chose vers l'avenir, il y a quelque chose du passé qui se met en branle, et c'est normal, et c'est bien. Parce que, pourquoi c'est bien, c'est une question très importante. Je vous dirai après pourquoi. Donc, ça veut dire que dès que vous ouvrez votre esprit, il y a la voie du jugement. Alors, ça veut dire que quelqu'un dit quelque chose, puis il dit, non, mais ça, là, tu vas tout droit à l'échec, tu vas droit au mur à cause de ça, ça, ça et ça. Et en disant, à cause de ça, ça et ça, vous retrouvez le downloading. J'ai fait l'expérience que ça n'a pas marché, donc ça marchera pas. Et c'est la voie du jugement. Donc la voie du jugement, il y avait une question qui se rapportait à ça, des obstacles, qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin. Donc vous le retrouvez ici au niveau d'un projet. Quand vous ouvrez votre cœur, alors on est beaucoup plus vulnérable au niveau du cœur qu'au niveau de la pensée. Le cœur, c'est beaucoup plus intime quelque part. Et donc il y a la voie du cynisme. Ça veut dire quand on sent que dans un groupe, il y a une ouverture qui se fait pour une nouvelle voie, qui va prendre le rôle dans le groupe de jouer le cynique à dire « Là, mon vieux, tu prends des désirs pour des réalités. » C'est pas un jugement, c'est du cynisme en le sens de ironiser sur quelque chose
et c'est la blessure du cœur. Et c'est quelque chose... bon, moi j'ai travaillé sur un laboratoire de dialogue pendant quelques années. Il en est issu un livre que j'ai traduit en français, mais qui est périmé, mais qui justement étudie tous les rôles qui doivent avoir place quelque part. Il y a le retardateur, il y a l'accélérateur, il y a l'initiateur, il y a le etc., le répétiteur, etc. Tout. Et vous pouvez observer les groupes que vous voulez en dialogue, et vous pouvez reconnaître très rapidement qui incarne quel rôle. Et quelque part, ces rôles, ils sont pas mauvais. Ils sont simplement utiles, mais il faut les reconnaître en tant que tels. Et il y a des fois, on va trop vite. Alors, le retardateur, il est parfait. Puis des fois, on va trop lent. Alors, des fois, il faut un accélérateur. Et tout ça, c'est des rôles qu'il faut connaître. Et qui sont ni bons ni mauvais. Il faut les identifier et travailler avec. C'est ça. Donc ici, le cynisme, qui peut aussi avoir le très bon côté. Le double n'est pas un être maléfique. Il est l'être retardataire en nous. Il est celui qui nous empêche d'aller trop vite pour que le progrès qu'on fait, ce ne soit pas un progrès illusoire, mais que ce soit un progrès dans lequel on amène tout notre individu. Et pas seulement celui qui veut avancer idéalement et puis qui se croit déjà arrivé. Donc c'est très important qu'il y ait ces voies-là. Il faut pas les... Et par contre, la voie qui peut empêcher la volonté, lorsqu'il s'agit vraiment de prendre des décisions fondamentales, il y a la voice of fear, la peur traduit, mais c'est la panique. C'est la panique du néant, la panique du nouveau, la panique où le pied, c'est un peu l'expérience du feu quand, vous voyez, il est entre les deux. Alors soit tu l'acceptes, tu le reconnais et tu continues, soit tu cèdes à la panique. Et à ce moment-là, ça peut empêcher la suite du travail. Oui. Je peux vous montrer juste ça. C'est donc une manière de dessiner sous forme schématique au niveau du dialogue. Donc au niveau du dialogue, ça c'est rester talking nice, c'est dans les apéros, tout ça, on se connaît pas, on dit un peu le beau temps, ah oui, et puis t'as eu des bonnes vacances, ah oui, c'était bien, et toi, tout ça. Ça c'est un peu le côté qui est extrêmement utile, hein, fondamental. Hein. Le débat, ça peut être autant le débat politique que le débat scientifique. Donc, tout bon et mauvais ici. Il n'y a pas bon, il n'y a pas mauvais. C'est tout bon et mauvais. Simplement le fait on se quitte son donjon et on va jusqu'à la périphérie de ça. Ici, c'est la discussion. C'est-à-dire, je reste dans mes positions. C'est un peu Macron et Le Pen, il y a, je sais pas combien d'années. Je reste sur mes positions, mais j'écoute l'autre, il m'intéresse beaucoup parce que comme ça, je peux le démolir. La caractéristique de cette dimension-là, c'est qu'une fois que quelqu'un l'exprime, c'est évident pour tout le monde. Et comme dit Charmer, ça sera le mot de la fin, on ne peut pas ne pas le faire. C'est quelque chose d'une certitude absolue qui est une évidence pour tout le monde et qui est un niveau de communication comme un autre. Mais qui dépasse les personnes et qui inclut le présent. C'est pour ça qu'il l'a appelé Presencing. C'est un peu la course, je suis désolé. Ça, c'est juste pour que vous ayez une idée de tout ce qu'il y a dedans. Et puis voilà. Alors, bonne soirée. Ouais.